Alors, Denis, nous sommes dans le hall d'entrée, c'est l'accueil. Oui, alors c'est vraiment le bâtiment nouveau, neuf qu'on a construit pour les biens de l'accueil de la population. C'est un édifice résolument moderne qu'on a voulu vraiment très efficace. Ça, on gère ici l'arrivée du public, non seulement de la rue des Remparts, mais de la rue Charlevoix, donc dans les deux sens. Ensuite, on doit distribuer la clientèle sur tous les étages, un ascenseur donc, et avoir un seul lieu d'accueil pour toutes les fonctions qu'on a décrites tantôt dans l'entrevue, c'est-à-dire donc le musée, l'hôtellerie, tous les services, même le Centre Catherine de Saint-Augustin, qui est un aspect qu'on a moins parlé, mais qui reste quand même au cœur du projet. Donc, un seul kiosque d'accueil, une répartition de toute la clientèle, un bâtiment vitré qui nous permet de voir l'édifice, comment, parce que c'est un complexe, hein, il y a plusieurs édifices qui ont été construits au cours des siècles, donc ça nous permet, grâce à cette grande baie vitrée, de voir un peu les différents bâtiments qui nous entourent. Vous avez un très beau site web et j'ai cru voir qu'il y avait même des visites pour les écoliers. Oui, voilà. Donc, il y a le visite pour les écoliers. On veut vraiment. C'est un patrimoine national et collectif. On veut que la plus grande possibilité soit offerte à l'ensemble de la population, les jeunes, les personnes âgées. En fait, tout le monde doit connaître le patrimoine des Augustines parce que c'est un patrimoine essentiellement qui a accompagné le soin de santé de notre population depuis les tout débuts. Et on y trouve toutes les traces de l'histoire de la médecine ici. Donc, c'est un patrimoine colossal et de grande importance. Puis n'oublions pas que c'est le patrimoine de 12 monastères, de 12 hôpitaux à travers le Québec. On parle d'une visite de combien de temps dans ce temps-là quand on parle de groupe? Là? Il y a avec deux groupes, c'est environ 1 heure de visite, mais évidemment, on peut le faire sur une base personnelle. Et quand c'est accompagné d'un guide, ben, il y a des informations supplémentaires avec des écouteurs parce qu'on veut que la visite elle garde un aspect d'un peu d'intimité. Donc, les gens entendent dans les écouteurs ce que le guide peut donner. Alors, Marcel Berthe, nous sommes devant quelque chose qui s'appelle une tour. Le tour. En fait, ici, nous étions à l'extérieur où nous sommes présentement. Donc, les gens arrivaient et l'entrée du monastère, c'était ce mur-là ici. Et là, quand ils voulaient soit faire une offrande, laisser des sous, de la nourriture aux Augustines, ben ils avaient le tour. Et ça a été utilisé un petit peu, comme je vous ai dit un petit peu tout à l'heure aussi, pour laisser les enfants abandonnés dont ils ne pouvaient plus financièrement ou humainement s'occuper. Alors, ils ouvraient la petite porte, laissaient l'enfant ici dans le petit tambour qui tourne et par la suite tournaient le tambour et les Augustines à l'intérieur du cloître allaient chercher soit l'offrande, soit le petit garçon, la petite fille pour s'en occuper et aider ces parents-là à gérer un peu la situation délicate. Là. C'est ce qu'on appelait le tour. C'est vraiment le tour original. Là. Ça n'a Oui. pas été reconstruit. Ben, je ne sais pas si c'est l'itération de 1695, ça ne doit pas, mais c'est à son endroit, puis dans la façon dont c'était, c'est sûr qu'il y a peut-être eu une reconstruction, mais c'était probablement des années 1800 ou quelque chose. Il était en usage, puis il a servi, puis etc., etc. Parce que c'est sûr que du bois de 1695, il y en a peut-être encore, mais il n'y en a pas beaucoup probablement. Ici aussi, comme c'était un cloître, un peu comme au confessionnal, si vous voulez parler à votre sœur, qui est une Augustine, à quelques heures, quelques moments dans la journée, ou à votre fille, qui est Augustine, ben vous veniez ici, vous la faisiez venir, quelqu'un vous disait « Oui, ben est-ce que je peux parler à sœur Marie-Lise ou Marie-Ange? » Et puis sœur Marie-Ange venait, puis là, ils se parlaient à travers ce petit grillage-là, ils se donnaient de quelques nouvelles, seulement quelques moments dans chaque journée, puis tout ça. Alors, c'est ça la notion de cloître. Et ce qui était intéressant avec les Augustines, c'est qu'elles étaient une communauté cloîtrée, mais comme elles étaient aussi directrices d'hôpital, infirmières, thérapeutes, enseignantes, ben, elles étaient très connectées parce qu'elles étaient cloîtrées le soir à 5 heures ou à 7 heures après leur journée de travail avec tout le grand public pendant la journée comme infirmières. Fait que c'était pas des cloîtrés comme les autres. C'était des cloîtrés qui allaient... Des semi-cloîtrés. Des semi-cloîtrés qui allaient vivre avec le vrai monde puis soigner le vrai monde pendant la journée aussi, pendant leur journée de travail. Denis, nous sommes dans le musée. Je vois devant moi un coffre en bois. Il y a une histoire en arrière de ça. Bien, on a la chance d'avoir le coffre avec lequel les trois fondatrices sont arrivées en 1639. C'est un coffre dans lequel il y avait les objets reliés à la fondation, les documents anciens, quelques objets pour soigner, donc des objets personnels aussi des sœurs. Ça veut dire que c'est un peu comme
le point de départ des soins de santé en Amérique, mais disons pour notre pays ici, et qui a commencé dans ce coffre-là. Et pour les Augustines, le coffre des fondatrices, c'est une icône. C'est vraiment une grande valeur. C'est une valeur là, de signification importante. Ce n'est que le point de départ de toute une collection. Ici, on est dans le parloir du monastère, dans lequel commence le parcours muséal. On a ici 1000 objets d'exposés, mais pensons qu'il y en a 41 000. Alors, donc, ça veut dire que c'est vraiment un échantillon, mais un parcours qui permet aux gens de découvrir un peu ce qu'est le parcours d'une Augustine, d'une femme qui entre chez les Augustines. Donc, les rites d'accueil et tout ça. Et donc, aussi tout ce que les Augustines ont créé, ont fondé comme hôpitaux, et donc l'histoire des soins de santé, de l'évolution de la pensée médicale, et on a aussi la vie communautaire, les espaces communautaires, donc ce qui est relié, le mobilier, les objets qui servent à la vie de la communauté. On a chaque fois qu'on a développé un concept, une idée muséale, c'est dans un espace qui est relié aussi donc, à cette idée, comme par exemple ici le parloir, c'est tout ce qui était des institutions publiques des Augustines. Le parloir de la supérieure, c'est relié à l'arrivée d'une femme chez les Augustines. Le réfectoire, c'est tout ce qui est la vie communautaire. Vous voyez, c'est un peu dans cet esprit qu'on a développé le musée. On ne le parcourra pas dans le cadre de votre émission. On invite tout le monde à venir le voir. Mais juste quelques objets qui frappent notre imagination en dehors du coffre. Évidemment, donc, tu as le coffre des fondatrices, mais tu as aussi ce qui est relié à la fondation de chacun des monastères. Une section pour la science et la médecine, comme Denis disait, un petit peu plus loin. Et là, bien, les gens vont voir des premiers respirateurs artificiels, la première table de chirurgie, des scalpels de 1695. Donc, toute la technologie de l'époque qui a beaucoup évolué et qui a un petit côté un peu dramatique quand on regarde. On était d'accord à l'époque des saignements, j'imagine? Oui, c'est ça, avec quoi ils nous saignaient et nous soignaient, etc. Donc, il y a aussi toute l'évolution de la science médicale. Puis ce qui est intéressant, c'est que les Augustines n'étaient pas seulement des employés, c'était aussi les patronnes, les directrices des hôpitaux. Donc, elles étaient gestionnaires, elles étaient pharmaciennes, elles donnaient les cours en sciences infirmières jusqu'à temps que les cégeps reprennent ça vers les années 60. On bien trouvé un mortier mortier, il y en a un vieux mortier qui était dans le coffre des Augustines, ici, coffre fondateur, là, si je ne me trompe pas, Denis, qui a aussi vécu un incendie. C'est pour ça que le métal a... Il en manque des petits morceaux. Il en manque des petits morceaux. Fait qu'il y a cet aspect-là aussi de la médecine. Il y a l'aspect, comme disait Denis aussi, d'entrer dans la communauté, faire les différentes étapes pour rentrer en religion dans une autre salle, où là, on voit un peu le processus et puis les costumes qu'ils devaient avoir à cette époque-là, puis tout ça. Donc, c'est assez fascinant. Alors, ici, vous avez une lettre originale signée de Louis XIV, le roi Soleil. Alors, quand il signait Louis, le monde entier savait que c'était le roi. Il n'y avait pas besoin. Alors, il signait Louis, et ça, c'est une lettre sur le système des eaux ou quelque chose relié au système d'approvisionnement en eau pour l'hôpital. Donc, c'est signé Louis XIV. Ici, je crois que c'est le marquis de Montcalm. Mais regardez ici, on voit un petit trou. Quelqu'un, plus tard, par désir d'avoir une exclusivité ou quelque chose de très rare, a enlevé la signature de Montcalm. Mais on sait que c'est une lettre de Montcalm. Et là, un autre, je ne sais pas combien d'années plus tard, une religieuse, quand elle a vu ça, elle a marqué « mais péché ». Que c'est péché d'avoir fait ça. Fait que c'est extrêmement intéressant de voir. Et ici, vous avez à côté la signature de Montcalm qui n'a pas été enlevée. Alors, ces gens-là étaient probablement tellement connus ou se savaient tellement importants qu'il y avait juste à dire Montcalm, puis là, tout le monde va savoir que c'est moi. Alors, Louis Montcalm. Ici, vous avez Monseigneur François de Laval, le premier évêque de la Nouvelle-France, je pense, qui a signé cette lettre-là. Ici, vous avez une lettre de l'intendant Jean Talon. Sa signature est de l'autre côté. Alors, vous avez des pièces ici d'une richesse et d'une rareté là, que beaucoup de gens nous envieraient à travers le monde. Vous avez ici les vœux de Catherine de Saint-Augustin. Bon, vous savez que Catherine de Saint-Augustin est... Non, ce n'est pas la fondatrice. C'est une religieuse qui est venue une dizaine d'années après.
OK. Bon, à peu près une dizaine d'années après, mais qui a marqué toute la communauté par son leadership, par son dynamisme. Elle a eu une très, très grande influence. On ne l'a pas d'ailleurs ou béatifiée ou Ben, c'est canonisée. ça. Alors, elle est béatifiée et les Augustines travaillent aussi avec l'Archevêché de Québec à voir s'il ne pourrait pas y avoir une canonisation. Il y a un processus en cours présentement, mais elle est béatifiée et elle a fait des écrits, des livres, puis tout ça, puis c'est une figure marquante de cette communauté religieuse. Et d'ailleurs, à l'intérieur du grand projet, il y a un centre qui s'appelle le Centre Catherine de Saint-Augustin, qui est dédié à Catherine de Saint-Augustin. Donc, pour les gens qui s'intéressent encore plus particulièrement à ce personnage-là, bien, il y a un centre d'interprétation pour elle sur elle à l'intérieur du monastère. Alors, ici, aux archives, donc, on peut venir consulter des documents sur place, j'imagine, parce que d'habitude, Oui. aux archives, on ne se sauve Oui. pas avec ça. Oui, pour le moment, on peut venir consulter sur place et puis on a des spécialistes qui sont là pour nous appuyer, nous aider. On a un gros projet de numérisation parce que vous comprendrez que je vous montre ça, mais c'est sûr que là, ils sont protégés par une enveloppe de plastique, mais même la lumière, puis tout ça, il faut faire attention à la manipulation d'objets d'une telle valeur. Donc, notre projet, le projet des gens du monastère, c'est de numériser par étape, sur une étape de quelques années, les documents les plus importants pour, faire en sorte qu'ils vont être encore plus accessibles à ceux qui vont vouloir les étudier, lire le texte, faire des recherches, etc. Ou même avoir une plateforme web, une plateforme d'accessibilité multisite ou pour des chercheurs du monde entier en collaboration avec nos spécialistes ici. Bonjour, Geneviève Piché, vous êtes l'archiviste ici, et je vois que vous avez un grand livre ouvert devant nous. Mais ce n'est pas des livres datant du début de la colonie. Là, on parle de quelque chose de plus récent. Oui, c'est le registre des patients à l'Hôtel-Dieu de 1931. C'est quand même un trésor, même s'il ne date pas du 16e siècle. Donc, on a ici tous les noms des patients qui sont entrés à l'Hôtel-Dieu pour se faire soigner par les hospitalières. Et c'est un homme du Connecticut qui nous a formulé une demande ce matin à savoir si son ancêtre avait eu son enfant ici à l'Hôtel-Dieu. Donc, on cherche en 1931 à savoir si on va trouver son nom. Donc, les gens qui font de la recherche généalogique en particulier, j'imagine, peuvent communiquer avec vous autres, et ça peut aider. Ça fait des belles recherches. Merci beaucoup, Mme Ça fait Piché. plaisir. Sœur Nicole Perron, vous arrivez aux archives ici avec un morceau que vous étiez responsable du musée des Augustines Oui, pendant 20 ans. 20 ans. Et là, vous apportez aujourd'hui pour Une le pièce, musée. oui, Ça, une c'est- pièce de broderie. C'est de la broderie. Oui. On va essayer de Qui le re- montrer un petit peu à nos téléspectateurs. C'est marqué Musée des Augustines, mais c'est la broderie qui Qui- vous arrive d'où? qui représente une fleur qui se trouve sur un parement d'hôtel. Et c'est une broderie qui vient de Madame Borel, qui est une brodeuse, qui était l'époux du directeur général du Château Frontenac. Oui, une de mes amies, oui, Bien. Alors, c'est une pièce qu'on pourra peut-être trouver au musée. probablement. Denis, nous sommes devant une fenêtre. Oui, ben, Elle oui, est- en- c'est oui, exceptionnel. je trouvais intéressant de vous la montrer parce que c'est un des aspects de notre réflexion. C'est-à-dire que ce que nous avons fait ici dans le monastère, c'est ce qu'on appelle une réhabilitation, c'est-à-dire de lui donner une nouvelle fonction tout en respectant son historique. Dans le cas des fenêtres, ici, on est au deuxième étage, dans ce que nous appelons le déambulatoire, c'est-à-dire l'espace où les sœurs circulaient généralement en procession. Et dans les monastères traditionnellement, c'est un monastère français, les monastères traditionnels, il y a un déambulatoire qui donne accès à la cour intérieure. Et la cour intérieure, généralement, en Europe, c'est au rez-de-chaussée pour avoir accès directement dehors. Mais ici, évidemment, avec les hivers que nous connaissons, il fallait faire des fenêtres. Et à l'origine, en 1695, les fenêtres ont été conçues de cette grandeur-là, de cette belle grande dimension qui donne vraiment un caractère spectaculaire, je dirais, de ce lieu qui nous donne accès à la cour intérieure. Dans les années 1840 environ, les sœurs ont fait rétrécir la grandeur de la fenêtre pour des raisons d'efficacité de chauffage. Je ne sais pas les fenêtres thermos doubles qu'on a. Exactement, cher ami. Alors donc, dans le cadre de nos discussions, on a convenu de rétablir à la pleine grandeur les fenêtres parce que finalement le cadre était resté le même. Et
Donc, c'est un des gestes, tu vois, qui fait partie de toutes les discussions que nous avons eues. Marcel saurait en parler aussi, de toutes les discussions au fur et à mesure de l'évolution du chantier, des décisions qui parfois orientent vers du neuf, c'est-à-dire donc le système d'éclairage. Il a fallu refaire l'électricité, la plomberie, tout ça, ça se discutait pas, mais des fois les choses qui sont apparentes, les choses comme par exemple tout le système de verrouillage des portes qui est maintenant avec un système électronique. Donc, il y a des choses qui sont carrément nouvelles par rapport à l'histoire, d'autres parfois, très peu quand même, un retour en arrière. Denis, qu'est-ce qu'on fait dans cette salle? Bien, ici, on est dans une des salles qui était offerte à la population pour des groupes, pour des salles de réunion. C'était la salle de la communauté, c'est-à-dire donc l'endroit où la communauté se retrouvait pour des temps de pause et tout ça. Donc, on a voulu recréer cet espace, de lui donner donc le système de confort qu'il faut pour recevoir des groupes. Ça sera des groupes ici pour différentes fonctions et tout ça, mais peut-être la caméra peut nous montrer des coussins qu'il y a ici, des bancs qui, donc, on veut pas nécessairement que ce soit uniquement des réunions formelles avec chaises et tables. Il y en a, bien sûr, mais aussi peut-être des réunions avec un caractère plus détendu, comme par exemple en ayant des coussins et tout ça. C'est aussi des endroits où on offre parfois des cours de yoga ici, tout ça. Donc, salle polyvalente qui est adaptée vraiment à tous les groupes. Oui. Alors, avant de sortir de la salle, je voulais simplement vous signaler deux choses. Quincaillerie ancienne. Alors, il y en a ici dans le monastère des quincailleries d'époque qui ont été conservées dans un état impeccable. Évidemment, on ne recevait pas du public ici, alors des ferrures qui peuvent dater de 200 ans, par exemple. Et on est obligé aussi, dans le cadre du projet, d'adapter donc les nouvelles formes de serrures. Alors, on a quincaillerie ancienne et aussi quincaillerie nouvelle avec des cartes magnétiques qui servent à déverrouiller la porte. C'est le genre de compromis qu'il a fallu faire en dotant ce bâtiment-là d'une nouvelle fonction. Marcel, nous sommes dans une chambre à l'ancienne. Ben, en fait, c'est ce qu'on appelle l'étage des chambres authentiques. Donc, le troisième étage, ce sont les anciennes cellules des Augustines. C'est elles-mêmes qui appelaient ça des cellules. Alors, on continue à donner la même expression. Donc, les gens viennent ici et puis ils ont une chambre exactement comme les Augustines en avaient une à l'époque. Évidemment, les matelas sont beaucoup plus confortables. C'est pas une paillasse de fakir, là. Les draps sont de première qualité. Il y a un lavabo puis tout ça. Et les systèmes de salles d'eau complètes sont au bout des étages. Il y en a plusieurs. Donc, c'est un peu comme la communauté le faisait à l'époque. Il y a les systèmes de douche et de toilettes au bout des corridors. Il y en a plusieurs. Et les gens ici ont toujours quelques meubles de la collection et un petit endroit calme. Vous allez réaliser que dans aucune des chambres, ni dans les chambres authentiques, ni au quatrième dans les chambres contemporaines, il n'y a de télévision. Il n'y a de téléphone, il n'y a d'ordinateur ou d'Internet. Ça fait partie de notre concept de ressourcement. On vient ici pour faire un cheminement intérieur, on vient ici pour se reposer, pour sortir du bruit de la ville, pour sortir du bruit de la vie de tous les jours, et que ça nous donne un endroit pour réfléchir, se recueillir, se reposer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de système au bout des étages. Il y a également des petits salons informatiques où les gens, à certains endroits, peuvent aller sur Internet, prendre leur courriel, etc., etc. Mais les espaces communs et collectifs et les chambres sont absentes de tout ça par philosophie. Alors, c'est une façon, c'est ce qu'on appelle un hôtel ou un lieu de ressourcement et de tourisme durable. Et une façon de faire une cure de Facebook. Oui, c'est ça, exactement. Marcel, vous seriez qualifié pour les Augustines. J'aurais vous été passez dans le cadre de la porte, mais pas moi. C'est ça. mais les gens étaient un peu plus... En fait, on dit que nos ancêtres, au début de la colonie, étaient plus petits que nous. Bon, et donc, au fil des années, avec l'amélioration de la santé, de l'alimentation, puis c'est partout comme ça dans tous les pays, plus la science, plus l'alimentation évolue, plus on grandit, puis tout ça. Ceci dit, ici, les portes, on les a gardées à la hauteur
qu'elles étaient. Est-ce que ce sont les portes originales? Oui, oui, c'est des portes originales. Et d'ailleurs, ça a pris aussi des dispenses ou des autorisations particulières de la Régie du bâtiment. Parce que normalement, on aurait dû faire ça en acier, on aurait dû faire ça avec 8 niveaux de protection, mais la Régie des bâtiments a compris à notre demande l'importance de conserver le caractère patrimonial. Donc, ils ont mis en place d'autres mécanismes sécuritaires, mais ils nous ont donné un certain nombre de dispenses ou d'exceptions pour garder le caractère patrimonial du monastère. Maintenant, il y a eu aussi une évolution des planchers aussi au fil des ans. Là. Ça ne veut pas dire que la première porte de 1693, puis là, comme vous allez voir en vous promenant dans le corridor, elles ne sont même pas toutes de la même hauteur. Là. Ça varie d'une chambre à l'autre. Des fois, elles sont croches. Mais les corridors d'autrefois, c'est ça. C'était assez... Alors, c'est pour garder, c'est pour ça qu'on appelle ça les chambres authentiques. Ça garde le plus possible la saveur qu'il y avait à l'époque. Il y a des gens qui veulent vivre cette expérience-là plutôt que d'aller dans une chambre contemporaine, beaucoup plus moderne, avec salle de bain complète au 4e, et d'autres qui préfèrent l'inverse. Alors, il y a les deux choix pour nos visiteurs. D'accord. Juste en passant, on remarque ici une trace d'un boulet, l'impact d'un boulet à l'occasion du bombardement de 1759. Ici, on était à portée des boulets et le bâtiment a été pas mal affecté par le bombardement. Il y a 5 religieuses qui sont restées dans les voûtes ici, pendant que les autres sont allées à l'hôpital général où c'était tenu par les Augustines, où ils recevaient les blessés de la bataille, de la guerre de conquête. Donc ici, une trace qui nous reste de ce bombardement. Il nous reste aussi quelques boulets. S'ils reviennent, on leur relance. Denis, nous sommes dans la chapelle des Augustines, mais c'est une chapelle magnifique. Oui, alors c'est le cœur des Augustines, c'est le cœur des religieuses. Alors, en fait, la communauté des Augustines est une communauté qui prie en 2 chœurs. C'est la raison pour laquelle il y a 2 rangées de 2 séries de bancs en face l'un de l'autre. Alors, la prière se fait, les psaumes notamment, un verset d'un côté, un verset de l'autre. Alors, on se répond comme ça. Et c'est ici que les sœurs ont leur rencontre tous les jours, ici pour les offices, la messe. Il faut dire donc que les religieuses continuent de vivre ici sur le site, dans un bâtiment un peu plus récent qui date de 1958. Et donc, elles viennent ici. Et les gens qui résident ici, qui séjournent ici, peuvent venir prier avec elles, donc les messes quotidiennes et les autres moments de rencontre. C'est un endroit qui a été construit en 1931. Le chœur a toujours été ici depuis les tout débuts, mais l'édifice, lui, a été agrandi. À cette époque, il y avait plus de 200 religieuses qui vivaient ici. Mais la chapelle elle-même, l'extérieur, est plus vieux et plus ancien? Non, le bâtiment est assez neuf, donc date de 1931. Il est sur l'endroit même où était le chœur auparavant, mais il était plus petit. Alors, il a été non seulement agrandi, mais reconstruit. En juger par le nombre d'espaces de bancs, on imagine que la communauté des Augustines était très nombreuse à l'époque. Oui, alors c'est la raison pour laquelle il y a des bâtiments qui se sont ajoutés au fil des siècles. Alors, je dirais à l'apogée, ils étaient plus de 200 à vivre ici. Alors ici, par exemple, il y a à peu près un peu plus de 200 places dans le chœur. Est-ce que vous savez combien il en demeure? 12. Oui. Et nous venons de voir le cloître qu'on voit encore à travers le vitrage qui est en arrière de nous, mais nous sommes dans la partie chapelle qui, elle, est beaucoup plus ancienne. Oui, alors ici, l'église date de 1803. Elle a été reconstruite après un incendie important qui a eu lieu en 1759. Donc, c'était pendant la guerre de conquête, ça a pris un certain temps avant de la reconstruire. Mais on a ici des objets très anciens qui datent des gouverneurs de Nouvelle-France. On a des peintures ici qui sont de la collection Desjardins, qui ont été sauvées de la Révolution française, qui sont venus jusqu'ici. Tu as des objets, donc, de grande valeur. Et l'Église, en fait, tu parlais du cloître, c'est le cœur des religieuses et l'Église sont perpendiculaires. Les 2 groupes, les religieuses et les patients, regardent la même messe, mais dans 2 angles différents, sans se voir entre eux. C'était le principe du cloître. Maintenant, les gens qui veulent venir prier, prient avec les sœurs, le cloître est tombé, mais ça reste donc, c'est la raison pour laquelle c'est cette structure un petit peu étonnante de voir donc en angle droit 2 édifices de ce type-là.
L'église, elle est encore actuellement utilisée pour le culte. Il y a des messes de l'hôpital. Mais quand il n'y a pas d'activité religieuse ici, les gens de l'hôpital, les patients peuvent venir aussi dans un secteur qu'on appelle l'avant-cœur, qui est un secteur qui est un peu comme la chapelle, où les gens de l'hôpital peuvent venir. Parce qu'en fait, il suffit d'ouvrir une porte, on est rendu à l'hôpital. Les deux bâtiments sont reliés et appartenaient à la même institution, en fait. Donc, sur tous les étages, il est possible d'entrer à l'hôpital ou de vice-versa, donc directement. Une autre chose aussi sur laquelle je veux attirer ton attention, c'est la châsse de Catherine de Saint-Augustin. Alors, on a ici, donc, les restes de Catherine de Saint-Augustin qui a été béatifiée. Alors, juste derrière nous, alors on pourrait aller à cet endroit. En fait, on est ici dans un lieu de pèlerinage. Alors, les gens qui veulent rencontrer les religieuses, qui veulent connaître Catherine de Saint-Augustin, ils sont accueillis par les sœurs. Il y a un lieu d'interprétation pour les connaître, mais il y a aussi un lieu de prière, qui est l'église, en fait. Et les restes de Catherine de Saint-Augustin sont contenus dans une châsse qui a été sculptée par le sculpteur Levasseur en 1717. Et donc, les restes, typiquement une châsse reliquaire, comme on en retrouve peut-être dans certaines églises, à peut-être une moins grande importance en termes de dimension. Et son tombeau est ici. Donc, ça en fait un lieu de pèlerinage. Les gens viennent ici prier Catherine de Saint-Augustin. Pendant sa vie, elle a été accompagnée par Jean de Brébeuf, qui est un jésuite, donc on retrace nos histoires, qui fait partie des martyrs canadiens. Et on a ici une relique importante, c'est-à-dire les sœurs ont conservé le crâne de Brébeuf dans ce reliquaire qui lui aussi date du 17e siècle. Maintenant, le crâne a été partagé avec les jésuites qui ont un lieu de pèlerinage aussi en Ontario où les martyrs canadiens ont été tués par les Iroquois. Donc, ça fait un lieu ici de grande profondeur spirituelle, qui est fréquenté beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui viennent de partout dans le monde, qui connaissent Catherine de Saint-Augustin. C'est toujours un peu étonnant de recevoir des lettres de Philippines, de Thaïlande, de Brésil, de gens qui connaissent Catherine de Saint-Augustin. Et comme on disait tout à l'heure, les Augustines travaillent actuellement à poursuivre cette cause vers la canonisation. Marie de l'Incarnation a été canonisée, Monseigneur de Laval aussi. Catherine de Saint-Augustin sera la suivante. Alors, nous sommes dans un endroit un peu particulier, Marcel. C'est des voûtes. Oui, nous sommes dans les voûtes du monastère, donc parmi les parties les plus anciennes, parce qu'il faut comprendre que les parties de bois ont vécu beaucoup de difficultés parce que le matériau est moins solide, il y a eu des incendies, il y a eu le conflit de 1759 avec la conquête, mais les voûtes sont restées pas mal intactes. Donc, c'est les plus anciennes voûtes en Amérique du Nord. Alors, c'est quand même assez exceptionnel et c'était toujours interdit. Là. Personne n'a vu ça. Fait que ça va être une première très bientôt. On est en train de finaliser toute la restauration des voûtes, mais les voûtes seront accessibles au grand public pour la première fois parce qu'il n'y a pas grand monde qui a vu ça, cet aspect-là. Est-ce que vous savez quelle est l'épaisseur des murs? Bien, je me dis sûrement plus de 2 mètres dans plusieurs endroits. À des endroits, c'est 1 mètre et 0,45. Ça dépend des endroits, mais c'est assez. Et ici, on voit une voûte très, très haute, mais il faut comprendre qu'à l'époque, c'était ici, il y avait un plancher. Là, fait qu'il y avait une voûte basse puis une voûte plus haute. C'est pour ça que les poutres ont été sciées ici, puis tout ça. Et là, ça servait d'entreposage de biens périssables, des grains, des choses, parce que c'était frais. Et comme le Denis l'a souligné, c'était en crépi blanc, donc ça éloignait les insectes parce que c'était de la chaux. Donc, c'était plus propre pour entreposer des grains puis des biens périssables comme ça. Vous avez un projet de valorisation, mais il n'est pas complètement attaché, si je comprends bien. Bien, c'est-à-dire que oui, on sait ce qu'on va faire, c'est parce que c'est le dernier endroit à préparer et à mettre en place pour ouvrir au public, parce qu'on avait jusqu'à encore récemment, nos ouvriers, c'était un peu leur salle de repos. Ça sent d'ailleurs le béton frais. Oui, c'est ça, c'était leur salle de repos puis leur salle d'alimentation aux ouvriers du chantier puis tout ça. Mais oui, ici, ça va être un endroit d'usage multiple. Il va y avoir ici de la possibilité de location d'espace pour des cocktails, pour des réceptions dans les voûtes anciennes. Il y aura la possibilité aussi de cours et de formation, de séminaires également dans les voûtes anciennes. Donc, ça va être quelque chose qui va être disponible et beaucoup de gens sont intéressés par la dimension de faire une réception, un cocktail, une réunion d'employés d'une entreprise pendant une journée, etc., dans les voûtes les plus anciennes là, en Amérique du Nord.
Eh bien, nous arrivons au terme de cette magnifique visite et nous tenons à remercier beaucoup Marcel président de la Fiducie Du patrimoine culturel des Augustines. et Denis Robitaille, évidemment, que vous connaissez bien et qui est le chargé de projet depuis 10 ans qui accompagne ce projet-là. On invite évidemment toute la population à venir visiter ce magnifique patrimoine. Et en juger par nos images et ce que nous avons visité aujourd'hui, ça vaut la peine. Vous êtes les bienvenus. Merci.